Alors, vous évoquiez tout à l'heure la blockchain. En effet, ni bonne ni mauvaise, d'autant qu'elle est moins consommatrice qu'elle l'a été, elle apporte aussi des choses qui, à bien les regarder, sont intéressantes. Les crypto-monnaies, ça pose le problème. En effet, j'ai envie de dire, ça a un petit peu pris de court les États, parce que finalement, les monnaies sont générées par les États. Cette décentralisation, finalement, on parle de decentralized. Finalement, c'est le rêve de l'Internet dans les années 60 déjà. Hein, et vous le disiez tout à l'heure avec notamment l'histoire des paquets. En revanche, il y a quelque chose qu'on observe avec la blockchain, qui est cette espèce de commercialisation à outrance au travers de la tokenisation. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'à chaque couche de l'Internet, ça devient un peu plus marchand finalement. On s'éloigne du rêve originel. Donc tout ça, c'est né sur une question qui est quand même hyper intéressante. C'est, au fond, depuis des siècles, pour faire de la confiance, je mets un tiers de confiance au milieu, et souvent, c'est l'État. Je mets un gros tiers de confiance très embarrassant. Et est-ce qu'on peut faire mieux en décentralisant la confiance? Et on peut imaginer peut-être des cas d'usage où, par exemple, il y a une blockchain dans l'État qui sert à quelque chose. C'est l'Agence nationale des fréquences. Donc tous les jours, elle donne des fréquences à des gens et elle doit vérifier qu'on a rendu la fréquence qui est disponible. Et ils se demandent si on ne pourrait pas mettre toutes les fréquences dans une grande base de données et laisser finalement une sorte de marché de la fréquence s'organiser tout seul. Donc il peut y avoir des endroits où on peut imaginer sur un cadastre, si au lieu d'avoir une administration centrale, si on peut savoir à tout moment qui est le vrai propriétaire d'un terrain, sans être obligé de revenir à une base. Et justement aussi par la multitude. Voilà, mais dans ces deux cas-là, on voit des cas d'usage. Mais dans beaucoup de cas, par exemple moi quand j'étais le DSI de l'État, on venait me dire il faudrait mettre les diplômes du baccalauréat sur une base de données. Enfin, dans la blockchain. Je disais mais pourquoi? Je suis l'État, j'ai la liste des citoyens, j'ai la liste des bacheliers, je suis capable de leur dire venez avec votre numéro de sécurité sociale, je vais vous confirmer que vous avez le bac. Il n'y a rien à gagner à décentraliser ça. Et il y a plein d'endroits aussi où il n'y a rien à gagner. Bon, en tout cas, ça partait d'une question super intéressante. Mais il y avait aussi une idéologie libertarienne typique de la Silicon Valley. Eux, ils trouvaient que si on savait enfin faire une monnaie sans l'État, ça serait cool parce qu'on enlèverait une prérogative à l'État. Ils trouvaient ça excitant. Et là, pour l'instant, dans cette dimension-là, dans cette dimension monnaie sur lesquelles l'État n'a pas de droit de regard, moi, je vois beaucoup d'usages par les mafias, beaucoup d'usages par les cybercriminels, notamment cyber. Beaucoup de manipulations de cours et d'escroqueries en fait faites par M. Musk et parfois par le président des États-Unis, en tout cas la veille de son investiture. J'ai pas vu beaucoup d'avantages en fait. Alors on pourrait imaginer que peut-être dans un monde de totalitarisme, pouvoir payer discrètement des trucs comme avant on payait en liquide en fait, hein, ça permettrait de se protéger. Et c'est vrai, mais pour l'instant je trouve que le remède est pire que le mal. Donc moi je sauve la blockchain qui reste un chemin intéressant pour certains usages. Je n'ai pas vu à ce stade d'intérêt majeur pour les cryptocurrencies. D'ailleurs, vous avez vu, à un moment, il y avait le grand rêve, l'Europe voulait absolument faire un euro numérique. Puis on disait tous, mais pourquoi? Puis à un moment, quelqu'un a dit, ça permettrait de tracer les échanges. Donc les gens disent, vous voulez dire que la Banque Centrale Européenne saurait ce que j'achète avec mes euros? Ils ont dit oui, on a dit, mais ça on ne veut pas en fait. Ah bon, vous croyez? Et finalement, c'est toujours pas arrivé, l'euro numérique. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Alors justement, on n'est pas loin là de ces questions de régulation. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est faut-il réguler? D'ailleurs, nous étions ensemble au sommet de l'IA, on a vu J.D. Vance partir après avoir dit « Nous, on ne va pas réglementer, on ne va pas poser la question à la Chine aujourd'hui s'ils souhaitent réglementer, ils le font à leur manière, finalement en fermant l'Internet qui n'est pas si fermé que ça quand on est sur place. Tout ça est très compliqué. Donc, la France, l'Europe, aujourd'hui, crée des règlements. Le plus connu aujourd'hui, c'est le fameux RGPD. Au début, qu'on a découvert parce qu'il fallait cliquer, on n'avait pas forcément envie de tout lire, on n'avait pas forcément compris. Au fil du temps, on a compris que c'était plutôt une bonne idée. Et d'ailleurs, il y a même, au-delà de l'Europe, je pense, des zones du monde où on se pose la question de son intérêt. Il y a des endroits clairement où on n'en veut pas, et d'autres où même, à la limite, l'idée fait son chemin, non? Oui. La question faut-il réguler, elle est trop abstraite et trop générale. Et en fait, moi je vais dire, d'abord, on peut faire des régulations catastrophiques qui sont des erreurs,
On peut faire d'excellentes régulations qui changent le monde. Et il faut regarder projet par projet, problème par problème. Et il faut aussi réfléchir à concevoir des régulations qui libèrent des énergies et pas qui étouffent les énergies. Ici, je vais mettre un truc que vous pourrez enlever au montage si on n'a plus de temps. Mais moi, je l'ai trouvé très intéressant. Un exemple amusant, par exemple, la première fois que je suis allé en Inde, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Votre RGPD, ce qui veut dire Règlement général pour la protection des données, c'est génial. Cette idée que les données personnelles doivent circuler avec le consentement de l'utilisateur, ça respecte la dignité humaine, ça règle plein de problèmes, c'est génial. Mais pourquoi est-ce que vous avez implémenté le RGPD avec un tel fardeau bureaucratique ?» Parce que moi, par exemple, j'ai mis en œuvre pour le gouvernement, il fallait des officiers de protection des données dans chaque administration, des fichiers centraux énumérant toutes les données qu'on possède. Enfin, c'est lourd à mettre en œuvre. Et en Inde, ils explorent un chemin en disant il faudrait que ce consentement libère la créativité de l'économie, et donc on va faire des consent management systems, et comme ça, les gens qui veulent innover, ils sauront qu'ils peuvent trouver le consentement à cet endroit-là, que quand il est révoqué, ils le perdent, et ils pourront faire de leur service plus vite et moins cher qu'avant. Donc, et donc ils ont dit le RGPD, ça doit être une infrastructure au bénéfice de l'innovation, et pas un fardeau. Donc vous voyez, la question pour moi, ça n'est pas est-ce qu'il faut réguler ou est-ce qu'il ne faut pas réguler, c'est est-ce qu'on trouve des régulations qui facilitent la vie des innovateurs ou est-ce qu'on trouve des régulations qui sont des carcans. Il est vrai que l'Europe a une petite propension à dire qu'il faudrait peut-être regarder un peu les problèmes qu'on va peut-être créer et les éviter, alors que les États-Unis adorent le slogan « Move fast and break things ». Et ils ont cette approche un peu plus empirique de dire on essaye et si un problème on corrige. Il ne faut pas oublier quand même que l'Europe, c'est aussi le berceau de plein d'idées qui pouvaient sembler positives. Par exemple, les tout premiers qui lancent le mouvement de colonisation, ils pensent que c'est bien, qu'on va partager les lumières et machin. Le communisme, il y a peut-être eu des gens qui ont cru que l'extrême droite, le fascisme, c'était bien. Et puis nous, on a l'habitude que nos grandes idéologies, elles tournent mal. Puis, donc on est peut-être un peu plus attentif au fait que les grandes idées, faut quand même regarder 5 minutes parce que ça peut mal tourner. Bon, en revanche, la dernière chose que je voulais ajouter sur ça, c'est que en ce moment, les Américains sont quand même en leadership sur l'économie numérique, en tout cas dans sa dimension consumer internet. Ces grands services qui ont des milliards d'utilisateurs de services de consommation. Parce qu'il y a aussi du numérique au service de l'industrie, du numérique au service de l'électronique. Ils ne sont pas toujours leaders, et on a des belles positions aussi. Mais dans le consumer internet, ils sont leaders. Et comme l'idéologie au pouvoir, là, c'est concentrer le pouvoir le plus possible, vive les monopoles, que personne ne m'emmerde, je ne me reconnais aucune limite, ils ont commencé un lobby très puissant contre la vision européenne de la régulation, et qui tape sous la ceinture. Et J.D. Vance au sommet de Paris, il a dit des bêtises. Et donc moi, je vais terminer avec ça. Ce que j'aimerais leur dire, si j'avais l'opportunité de leur parler, parce qu'on nous dit, vous, les Européens, vous êtes des tout mous, vous avez peur de votre ombre, vous voulez vous réguler comme des fous, et c'est pour ça que vous êtes nuls. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais citez-moi une innovation importante qui soit née au Far West. En vrai, moi, je pense que l'innovation, la belle, la vraie, elle demande la civilisation. Elle demande que les créateurs soient protégés et rémunérés. Elle demande que les consommateurs... Parfois, j'ai une autre blague que celle du Far West. Je leur dis, vous savez quand même que la gastronomie française est la plus régulée au monde. Et là, ils me regardent, ils se regardent. Et ils disent, je vois où il veut en venir.